Cette nouvelle capsule vidéo. Donc, dernière capsule avant le prochain examen. Et ça va également terminer le système nerveux. Donc, gros système qu'on a vu depuis déjà un bon nombre de capsules. Donc, la dernière partie du système nerveux qui est abordée dans cette capsule, c'est le système nerveux autonome. Alors, c'est cette division du système nerveux qui s'occupe de toute la réponse inconsciente, en fait. Donc, généralement, du contrôle des différents organes de votre corps, contraction des organes digestifs, par exemple, contrôle de la fréquence cardiaque, respiratoire, etc. Donc, ça va être un peu le sujet d'aujourd'hui. Vous allez voir, il n'y a pas tant de matière dans cette partie-là, mais il y a quand même quelques nouveaux concepts à comprendre. Donc, on va explorer ça ensemble, là, tranquillement, pas vite. Donc, petit rappel, figure que j'ai beaucoup utilisée depuis le début du système nerveux, qui vous présente en fait l'ensemble du système nerveux. Et vous avez étudié pas mal l'ensemble de toutes ces petites cases-là, hein, sans trop vous en rendre compte, en fait. Là, au cours des différentes capsules, j'ai étudié avec vous chacune de ces cases-là. On divisait déjà système nerveux central, périphérique. Donc, central, c'était la moelle, l'encéphale, souvenez-vous. Périphérique, c'était essentiellement les différents types de nerfs qu'on retrouvait dans votre organisme. Nerfs spinaux, qui est accroché donc après la moelle épinière. Nerfs crâniens dans la boîte crânienne. Les nerfs périphériques qui vont couvrir l'ensemble du corps. Donc, ça va. Ces fameux nerfs, on divisait ça en deux voies, une voie sensitive ou une voie motrice. Donc, souvent, je faisais un dessin de ce type-là, exemple pour informer le SNC, donc moelle épinière encéphale. J'ai évidemment la voie sensitive ou afférente. Donc, techniquement, on partait des récepteurs. Et que ce soit des récepteurs associés à vos sens, donc qu'on soit conscient, ou des récepteurs au niveau de vos organes, des vaisseaux sanguins comme les barorécepteurs, exemple, peu importe, on arrivait toujours au même élément, c'est-à-dire on informait le SNC. Donc, on utilisait la voie sensitive pour informer, comme ça, l'exemple de l'encéphale. Ensuite, celui-ci pouvait émettre une réponse. Donc, une réponse, ça veut dire la voie motrice, qu'on appelle parfois efférente, c'est ce qui est en rouge ici. Et on pouvait émettre donc une réponse de type volontaire ou involontaire. Donc, si vous êtes dans le SNS somatique, c'est le système nerveux somatique. Donc, on pouvait provoquer la réponse musculaire au niveau des muscles squelettiques, ça veut dire les muscles associés à votre squelette, donc les bras, les jambes, les doigts, et permettre les mouvements volontaires, vous courez, vous levez la main, des choses comme ça. On en reparlera un peu plus en détail avec le système musculaire éventuellement, mais pour l'instant, ce qui va m'intéresser dans la capsule d'aujourd'hui, c'est le système nerveux autonome. Donc, cette composante de la réponse, on est toujours dans la voie motrice efférente, sauf que là, on va cibler quoi? Soit les organes, soit les glandes. Donc, généralement, c'est les muscles des différents organes, les muscles de l'estomac, les muscles du cœur, le myocarde, donc, exemple, et tout ça. Ou bien, encore, on peut cibler certaines glandes au niveau de votre corps. Et ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que le système nerveux autonome se subdivise donc en deux parties. Alors, dans la voie motrice, pour émettre une réponse, oui, il y a le système somatique pour l'aspect volontaire. On a le système autonome qui est inconscient, involontaire, mais qui contrôle les organes. Mais là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en plus, contrairement au somatique, on a deux autres sous-divisions qu'on appelle le parasympathique et le sympathique. Et ça va être beaucoup ça le sujet d'aujourd'hui. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faut garder en tête, vous ne savez pas trop encore comment ça fonctionne, on va régler ça dans la capsule, mais pour l'instant, tout ce que vous avez à savoir, c'est que si vous voyez le terme système nerveux parasympathique, système nerveux sympathique, vous savez déjà que c'est une composante du système nerveux autonome, et généralement, c'est des fonctions contraires. Donc, ce que la parasympathique va avoir comme effet, c'est l'effet contraire du sympathique. Ça, c'est la première chose que je veux que vous reteniez pour l'instant. Et l'ensemble de vos organes, à part quelques exceptions, ont deux nerfs. Un nerf parasympathique, un nerf sympathique. Donc, en fait, je prends l'exemple du cœur. Ça peut être les organes digestifs, ça peut être les organes respiratoires. Ils ont toujours les deux composantes du système nerveux autonome. Et dépendamment de quel effet on veut faire, on utilise soit le sympathique, soit le parasympathique, mais on ne peut pas utiliser les deux en même temps. C'est impossible. Donc, c'est toujours un ou l'autre. Je peux accélérer la fréquence cardiaque ou je peux la ralentir.
Mais je ne peux pas faire les deux en même temps, évidemment. Tu accélères ou tu arrêtes. Donc, dépendamment de ce que je veux faire sur le cœur, accélérer ou ralentir son activité, j'utilise le sympathique ou le para. Même chose pour l'estomac. Je vais augmenter les activités digestives ou les bloquer. Je vais utiliser le sympathique ou le para. Donc, on verra leur effet plus tard, mais ce que vous savez maintenant, deux concepts. En fait, je vous ai dit deux concepts. On utilise un ou l'autre, mais jamais les deux en même temps. Et les effets biologiques du parasympathique ou du sympathique sont toujours l'inverse de l'autre. Okay? Donc, selon les besoins, évidemment, on va choisir un ou l'autre. Et c'est comme ça que le système nerveux autonome va contrôler, en fait, l'ensemble de vos organes. Maintenant, ici, bien, je viens de vous en parler, donc je pense un peu plus vite. Là, le système nerveux autonome, c'est vraiment les mouvements involontaires, donc une réponse musculaire, généralement, soit au niveau du cœur, donc du muscle cardiaque. Les muscles lisses, c'est les muscles des organes, évidemment. Et comme j'ai dit tantôt, certaines glandes aussi pourront être contrôlées par le système nerveux autonome. Il y a la division para-sympa, donc ça vous le savez, un fait le contraire de l'autre, donc il n'y a rien de nouveau ici. Maintenant, quand on regarde les deux images ici, c'est qu'on va faire une espèce de comparaison entre votre système nerveux somatique, donc pour les mouvements volontaires avec les muscles squelettiques, exemple bras-jambes, versus le système nerveux autonome. Donc, c'est vraiment une comparaison entre les deux, le système de réponse volontaire versus involontaire. Première des choses, volontaire, on l'a étudié un peu, entre autres, avec les tractus cortico-spinaux-latéral ventraux. Donc, souvenez-vous, je pars des aires motrices. Exemple, vous pourrez avoir l'aire prémotrice qui stimule l'aire motrice. Et là, il y avait deux neurones moteurs, un neurone moteur supérieur et inférieur. Donc, on ne le voit pas ici, mais le neurone moteur inférieur qui descend dans la moelle épinière, qui, exemple, peut faire bouger vos bras et jambes. Donc, au niveau de la moelle, on parlait de tractus cortico-spinal latéral. On avait déjà vu ça. Là, il y avait décussation et tout, mais en bout de ligne, ce neurone-là venait faire une synapse avec le deuxième neurone, moteur inférieur, donc qui est dessiné ici. Alors ici, le dessin était complet. On ne dessine pas l'encéphale, on ne dessine pas l'aire motrice, on ne dessine pas le premier neurone, le neurone moteur supérieur. Mais le deuxième est ici, et comme vous le savez maintenant, on passe par la racine ventrale du nerf spinal, et on va aller faire contracter un muscle, exemple d'un bras, d'une jambe. Et c'est volontaire parce que votre idée de partir la contraction part de l'aire motrice, je décide de lever la main ou non. La connexion, elle est directe sur l'organe ici. Quand vous regardez le système nerveux autonome, que ce soit la division parasympathique ou sympathique, ils ont la même chose en commun, donc il y a des différences. Et la grosse différence, en fait, c'est qu'il y a un neurone de plus qui va se joindre au système. Donc, c'est la même chose. On aurait, exemple, ce qui est en rouge ici, par la racine ventrale, mais j'ai l'équivalent ici par la racine ventrale, ici aussi, du nerf spinal. Ça peut être le même nerf spinal, mais le neurone moteur ici inférieur, en rouge, à côté, imaginez-vous qu'il y en a un autre en brun, c'est celui-ci. Donc, dans les deux cas, on a deux types de neurones moteurs, c'est qu'il y en a un qui s'occupe des mouvements volontaires, l'autre pour les organes, les muscles lisses, exemple. Donc, là, ce que vous remarquez, c'est que le deuxième ici, contrairement à ce que je viens de vous montrer, qui se branche directement sur le muscle, ici, on ne se branche pas directement sur les muscles de l'organe, exemple les poumons. Celui-ci, au lieu de se connecter directement sur l'organe, il est plus court, on arrête, et on se connecte avec un deuxième neurone. Et ces deux neurones-là vont faire synapse dans une structure ronde qu'on appelle le ganglion. C'est un ganglion autonome. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Et dans les ganglions autonomes, ça me permet comme ça de connecter deux autres neurones moteurs qui vont contrôler les muscles d'un organe, un estomac, un cœur, deux poumons, exemple. Ça peut être para, ça peut être sympa. Pas d'importance, c'est le même genre de structure. Et là, il y a comme un deuxième neurone moteur. Donc, le neurone moteur inférieur, c'est sûr que ici, il y avait un supérieur qu'on ne voit pas, bon, c'est correct. Mais là, je parle juste du neurone inférieur. Donc, quand c'est somatique volontaire, il y en a juste un, il se connecte direct sur l'organe. Quand c'est autonome, para ou sympa, le même neurone moteur inférieur, lui, arrête, fait synapse avec un deuxième neurone moteur inférieur, si vous voulez, qui font contact, synapse dans un ganglion autonome. Et ça va être la même logique. Dans la synapse, il y a des neurotransmetteurs de relâcher, on stimule et tout, mais
Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que ces deux neurones-là, et pour les distinguer, on va parler de neurones moteurs préganglionnaires, puis de neurones moteurs postganglionnaires. Donc, on va le voir sur l'autre schéma, mais le préganglionnaire, c'est le premier ici, et le post, pré, c'est-à-dire avant, post après, le postganglionnaire, c'est le vert ici, donc celui qui va être après. Donc ça, c'est la première grande différence. L'autre chose que je veux que vous fassiez très attention, c'est le terme ganglion spinal qu'on a vu il y a longtemps et ganglion autonome. Ganglion, dans le système nerveux, et bien sûr qu'il ne faut pas confondre avec les ganglions du système lymphatique, ça c'est une autre histoire, c'est pour la défense immunitaire, c'est autre chose. Mais les ganglions, au point de vue du système nerveux, il y en a deux. Il y a le spinal puis l'autonome. Il ne faut pas les mélanger. À une certaine époque, au début du système nerveux, je parlais du ganglion spinal. Quand je parlais du nerf spinal ici, la racine dorsale, qui est en arrière ici, pour la portion sensitive du nerf spinal, il y avait un ganglion spinal et c'est les corps cellulaires des neurones sensitifs. Souvenez-vous, le nerf spinal, c'est un nerf mixte, donc il y a une composante motrice qu'on vient de voir et une composante sensitive qu'on a déjà vue. Donc, ganglion spinal, ce que vous étiez déjà censé savoir, tu as peut-être oublié, ça fait longtemps, mais ce qu'on avait déjà vu en classe, c'est justement cette structure ici sur la racine dorsale qui contient les corps cellulaires des neurones sensitifs et chaque nerf spinal a ça. Quand je te dis ganglion autonome, ça se ressemble beaucoup, mais là, c'est plus spinal. On n'est pas sur le nerf spinal ici. Le ganglion autonome, c'est encore une structure ronde, comme tantôt, mais dans ce cas-ci, le ganglion autonome s'occupe de connecter, si vous voulez, de communiquer entre les deux neurones sympathiques ou parasympathiques. Donc, les deux neurones moteurs, que j'appelais préganglionnaires ou postganglionnaires, vont se connecter ensemble dans un ganglion comme ça, qu'on appelle le ganglion autonome. Et une autre image, pour que ce soit encore plus clair, on vous le montre ici. Ça, c'est vraiment le système nerveux autonome. C'est évident parce que si ça a été le somatique, le neurone serait connecté direct, le dernier neurone moteur serait déjà connecté sur l'organe. Alors qu'ici, on le voit, le fameux ganglion autonome, je l'ai encadré en rouge, à ne pas confondre avec le spinal ici. Donc, ton nerf spinal, racine dorsale, oui, c'est sensitive, mais la racine ventrale, c'est pour la réponse motrice. Elle peut être volontaire avec le somatique ou involontaire avec l'autonome, mais on passe toujours par la racine ventrale, comme vous le savez. Maintenant, on voit très bien ici le neurone préganglionnaire, parce qu'il est avant le ganglion autonome, et le neurone postganglionnaire, parce qu'il est après le ganglion. Et au lieu d'aller direct à l'organe, on voit qu'il y a une première synapse qui se fait ici, puis il va en avoir une deuxième ici. Donc, il y a deux endroits qu'on va relâcher des neurotransmetteurs. On en parlera tantôt. Il y a un premier neurotransmetteur qui est relâché à l'intérieur du ganglion autonome pour permettre la communication entre le premier neurone préganglionnaire et le neurone postganglionnaire. C'est la même logique, PPSE, PPSI, ce qu'on a vu dans la séquence 4. Et il y a une deuxième synapse avec un deuxième neurotransmetteur qui va être libéré ici. Et c'est ce deuxième neurotransmetteur qui a un effet sur l'organe. Et là, il y a deux choix. Soit c'est de l'acétylcholine, soit c'est de la noradrénaline. Et les deux neurotransmetteurs ont des effets opposés. Et c'est ça la différence entre le système nerveux autonome parasympathique et sympathique. La noradrénaline, on va le voir tantôt, mais la noradrénaline est associée au sympathique, puis l'acétylcholine au para. Donc, la seule différence, la structure est similaire, ça se ressemble beaucoup, le ganglion, les deux neurones, mais le produit final, ça va dépendre si vous êtes dans la division parasympathique ou sympathique. Donc, le neurotransmetteur final va varier selon le fait que vous êtes avec le para et le sympa, et c'est ce qui explique qu'on a des effets inverses. Si vous êtes avec le sympathique et que vous relâchez la noradrénaline, on aura un effet X sur l'intestin. Puis si vous utilisez le parasympathique, vous utilisez l'autre neurotransmetteur, l'acétylcholine, on aura l'effet contraire. Puis c'est vrai pour tous les organes, en fait, on a toujours ces deux divisions-là avec leur propre neurotransmetteur. Donc, vous voyez bien ici le ganglion autonome, les deux neurones. Maintenant, vous remarquez aussi que le neurone préganglionnaire, au niveau du système nerveux autonome, il y a toujours une gaine de myéline.
pour l'isolant, l'efficacité, mais étonnamment, le deuxième neurone, il n'y a pas de myéline. Donc, c'est toujours comme ça, l'axone du neurone postganglionnaire, il n'y a pas de gaine de myéline, alors que le premier, il y en a une. Donc, c'est plus efficace en termes... Donc, non seulement le premier axone, le premier neurone, pardon, préganglionnaire, il est mieux protégé, plus efficace pour produire et déplacer les influx nerveux, contrairement au neurone postganglionnaire. Donc, c'est une particularité anatomique et physiologique, évidemment. Maintenant, ici, on compare encore une fois le système nerveux somatique versus le système nerveux autonome, de sa façon générale. Ce qui est dans les encadrés rouges est particulièrement important. Le reste, c'est du détail pour moi. Donc, on va reprendre ça étape par étape. Là, je vais vous rajouter quelques détails si nécessaire. Donc, premièrement, bon, ça, on en a parlé. Là. Donc, somatique volontaire, autonome, c'est involontaire. Faites attention, il ne faut pas confondre les réflexes. On a des réflexes au niveau du système nerveux autonome, puis on a des réflexes au niveau du somatique. Puis là, vous mélangez parce que si je vous donne, exemple, le réflexe patellaire, petit coup de marteau sur le genou, la jambe lève tout seul, ou un réflexe de retrait, la main dans le feu, ça brûle, elle se lève tout seul. Ça, c'est un réflexe. Et là, vous me dites, ouais, mais c'est involontaire. C'est involontaire. Puis là, vous mélangez ça avec le système nerveux autonome qui est involontaire, mais il faut faire attention. Ça n'a rien à voir. Ici, le type de contrôle, généralement, est volontaire, sauf pour les réflexes. Mais dans les deux cas, c'est les muscles des membres. C'est pour ça que c'est somatique. Les muscles de votre main, de votre bras, des muscles squelettiques, normalement, on les contrôle de façon volontaire par l'aire motrice, mais effectivement, s'il y a un réflexe d'impliquer, ça se peut que ça soit involontaire. Mais les structures de l'encéphale, du système nerveux autonome qui contrôle le réflexe, travaillent sur le même muscle. Le muscle de ton bras qui va retirer la main suite à une réponse réflexe, ou les muscles au niveau du genou qui fait lever la jambe suite à un réflexe, c'est les mêmes muscles que tu peux contrôler dans une situation normale de façon volontaire. Et comme c'est la même cible, même si le réflexe est involontaire, on considère que ça fait partie du somatique. Et c'est la même chose ici. Le système nerveux autonome, contracter les muscles de l'estomac ou du cœur, vous ne pouvez pas contrôler de façon volontaire le muscle cardiaque ou les muscles respiratoires. Puis les réflexes non plus. Donc ici, c'est toujours involontaire, mais comme la cible est sur les muscles lisses des organes, c'est sûr que ça fait partie de l'autonome. OK? Donc c'est ça la distinction. Il y a toujours de l'information sensorielle, donc les voies sensitives sont toujours là pour les deux. Généralement, quand on parle de somatique, c'est surtout les sens, hein, les 5 sens, souvent qu'on dit, l'odorat, l'ouïe, ce que vous mangez, vous voyez exactement, le toucher avec la peau, puis aussi les propriocepteurs qu'on a parlé pas mal, au niveau des muscles, des articulations, tout ça, donc des ligaments parfois aussi, qui viennent informer votre corps, son positionnement et tout, l'équilibre et tout. Ça, c'est du somatique. On informe et ensuite, on peut décider de répondre de façon volontaire, exemple. Au niveau de l'autonome, on parle beaucoup de la réponse cardiaque, mais il y a aussi, pas réponse cardiaque, de la réponse générale comme la réponse cardiaque, mais il y a aussi des sens. On va informer de façon sensitive, même si tu ne le perçois pas de façon consciente. Les artères peuvent dire, exemple, au centre cardiaque, dans le bulbe rachidien, il manque d'oxygène. Les chimiorécepteurs détectent qu'il y a une diminution d'oxygène ou de la pression artérielle trop faible, et on informe les centres cardiaques. Ils pourront répondre en agissant sur le cœur, en augmentant la fréquence de contraction, en la diminuant. Donc, il ne faut pas penser qu'il y a juste une réponse. On informe aussi, il y a toujours une voie sensitive, sensorielle, pour informer les centres. C'est simplement qu'on s'en rend pas compte, contrairement au sens somatique. Ici, la vue, ben, tu te rends bien compte de ce que tu vois. Ici, est-ce que tu peux me dire si tu as beaucoup d'oxygène ou non présentement en circulation sanguine? Tu ne le sais pas. Mais ça ne veut pas dire, parce que tu ne le détectes pas de façon consciente, qu'on n'informe pas les centres. Donc, c'est toujours la même voie. Informer et répondre, toujours, dans les deux cas. Les effecteurs, je n'ai parlé, muscles squelettiques versus muscles cardiaques, c'est les organes, les glandes, évidemment. Le nombre de neurones, ben, je l'ai montré aux dernières diapos. Quand c'est somatique et volontaire, ben, il y a un neurone moteur qui est branché sur l'effecteur, alors qu'ici, il y a 2 neurones pour émettre la réponse qui sont enfermés, donc le préganglionnaire et postganglionnaire, qui sont enfermés dans un ganglion. Et c'est le dernier neurone, le postganglionnaire, qui va se connecter sur le muscle de l'organe, ce qu'on appelle l'effecteur, évidemment. Maintenant, bien important de comprendre les deux cases ici. Donc, quand c'est somatique, tu lèves le bras, tu cours pas, peu importe, aussitôt que c'est les muscles squelettiques des membres, qu'est-ce qui excite le muscle? C'est toujours un neurotransmetteur, sans exception, qui s'appelle l'acétylcholine, ou ACH, et
quand tu émets de l'acétylcholine dans le système nerveux somatique, ça a toujours le même effet. On dit excitation seulement. Donc, tu excites le muscle et tu provoques sa contraction. Toujours. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Donc, le système nerveux somatique, c'est simple. Une réponse. Je plie le bras, flexion du bras, ben, je vais émettre de l'acétylcholine. Donc, le neurone moteur émet de l'acétylcholine qui va stimuler la contraction du muscle. J'ai une contraction du biceps dans mon bras qui fait une flexion du bras. Je peux juste contracter le muscle. Si je vais arrêter de bouger mon bras, j'arrête de faire des influx nerveux et c'est l'absence d'influx nerveux et évidemment l'absence d'acétylcholine qui fait qu'on arrête la stimulation, donc le muscle se relâche. Donc, aussitôt qu'il y a présence d'un neurotransmetteur, ça provoque la contraction du muscle, donc excitation seulement. Puis si on veut arrêter de l'exciter, on arrête de faire des influx, on arrête de faire du neurotransmetteur, donc l'acétylcholine n'est plus relâchée par le neurone moteur, puis on relâche le muscle. Okay? Donc, il y a juste une réponse possible. Quand on est dans le système nerveux autonome, que ce soit para ou sympa, donc parasympathique ou sympathique, il y a deux réponses. C'est plus compliqué un petit peu. On a deux choix ici. Ici, on avait juste un, mais dans l'autonome, on a deux choix. Soit que tu excites l'organe, donc tu l'actives, tu actives la contraction ou tu augmentes les contractions, soit que tu les inhibes, c'est le contraire, ça veut dire bloquer. Tout dépend du neurotransmetteur qui est relâché et ça dépend du type de récepteur. Il y a plusieurs sortes de récepteurs. L'acétylcholine peut lier différents récepteurs. Même chose pour la noradrénaline. Et donc, il y a des récepteurs qui vont être associés à une réponse excitatrice, puis il y a d'autres récepteurs qui sont associés à une réponse inhibitrice. On verra ça plus tard. Mais pour l'instant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la SNA, peu importe, et là, pensez pas, ça c'est une erreur que vous faites tout le temps, vous pensez que l'acétylcholine, exemple, est toujours une réponse d'inhibition, puis l'adrénaline est toujours une réponse d'excitation, et c'est faux. La noradrénaline peut parfois exciter, mais sur d'autres organes, elle va bloquer. Puis l'acétylcholine, parfois, peut stimuler, puis dans d'autres situations, va bloquer. Je vous donne un exemple, c'est pas retenir, on va les revoir, mais l'acétylcholine sur le cœur a un effet de ralentissement. On diminue la fréquence cardiaque, on empêche les contractions, mais la même acétylcholine sur l'estomac, ça stimule les contractions cardiaques pour la digestion. Donc, l'acétylcholine peut accélérer ou bloquer. Qu'est-ce qui fait qu'on a des effets inverses? Ça va dépendre du type de récepteur. Évidemment, les récepteurs sur l'estomac sont bien différents des récepteurs sur le cœur. C'est ça qui va faire une réponse différente. Mais pour l'instant, ce n'est pas important. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acétylcholine peut aussi bien exciter ou inhiber. Donc, les effets vont être différents selon le récepteur, selon l'organe. Et c'est vrai aussi pour la noradrénaline. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, il y en a qui vont faire des liens avec ce que je disais. Je disais sympathique ou parasympathique, on a des effets inverses. C'est vraiment ça. C'est que la noradrénaline, généralement, est associée au sympathique. Puis l'acétylcholine est associée au para. Et ils ont chacun leur propre neurotransmetteur. Donc, si je fais de la noradrénaline, je peux avoir un effet d'excitation ou d'inhibition, c'est vrai pour un organe donné, ça va dépendre de l'organe. Mais si, exemple, dans le cas du cœur, l'adrénaline excite puis augmente les fréquences cardiaques, c'est sûr que l'acétylcholine du para va faire l'inverse, donc bloquer. Puis si je prends l'exemple de l'estomac, puis je te dis que l'acétylcholine du parasympathique stimule, excite l'estomac, c'est correct, mais nécessairement, la noradrénaline du sympathique sur le même organe va faire l'effet inverse, donc va bloquer l'estomac. Donc, les deux effets ici sont toujours présents pour chacun des organes et vont être contrôlés par une ou l'autre des divisions du système nerveux autonome, donc soit sympathique ou parasympathique. On va voir ça plus en détail. Je vais revenir avec ce concept-là tantôt. Vous allez voir, ça va devenir beaucoup plus clair vers la fin de la capsule. Une autre image pour bien corréler les deux, okay? Donc bien voir les similitudes, les différences entre le somatique et l'autonome. Donc on l'a dit plusieurs fois, ici, là, mettons tu contractes le bras, les jambes, c'est somatique volontaire. On voit que le neurone est branché directement sur le muscle. Donc quand je fais un influx nerveux ici, on se souvient de la séquence 4, j'arrive dans les boutons terminaux, je relâche les neurotransmetteurs. Dans le somatique, il y a juste un choix, c'est de l'acétylcholine et juste une réponse possible, on contracte le muscle et tu fais ton mouvement. Quand on est au parasympathique, là, j'ai deux choix. Excuse-moi. Quand on est à l'autonome, j'ai deux choix. J'ai le parasympathique et le sympathique. Donc, évidemment, ici, c'est l'autonome. On voit le ganglion, préganglionnaire, postganglionnaire. Voilà, la myéline au début, le deuxième neurone n'a pas. Tout ce qu'on a déjà vu.
Mais la grosse différence, ça va être le neurotransmetteur qui va être relâché à la fin. Et ce qu'il faut savoir, premièrement, la première synapse dans le ganglion, c'est toujours de l'acétylcholine, tant pour le parasympathique que le sympathique. Donc, vous remarquez ici qu'il n'y a pas de différence. Que vous ayez un circuit parasympathique comme en haut ou sympathique, toujours de l'acétylcholine. Maintenant, quand j'arrive sur l'organe, exemple le cœur, là, il y a une différence. Et généralement, à part quelques exceptions qu'on ne va pas beaucoup étudier dans le cours, nous, on va y aller vraiment avec les généralités, bien, généralement, la plupart du temps, le parasympathique, c'est toujours le deuxième neurone, donc le poste ganglionnaire, c'est toujours de l'acétylcholine. Quand vous voyez que le deuxième, donc le dernier neurone, deuxième synapse, l'influx nerveux qui est dans le neurone ganglionnaire aussi, ou post-ganglionnaire, va relâcher de l'acétylcholine, c'est clairement le parasympathique. Et donc ici, on aura un effet de l'acétylcholine sur le cœur. Par contre, si ça avait été le sympathique, la différence, c'est que pour le même organe, exemple le cœur, la noradrénaline va être relâchée parce que c'est le sympathique, et là, on aura un effet inverse sur le cœur. On verra les effets tantôt. Et c'est juste ça la différence. Donc, la principale différence entre la division parasympathique et sympathique, c'est le neurotransmetteur qui est différent. C'est tout. Pour le reste, c'est équivalent. Donc, l'effet du parasympathique, c'est à cause, en fait, c'est l'effet de l'acétylcholine. Puis l'effet du sympathique, en fait, c'est l'effet de la noradrénaline. Et c'est pour ça que les deux auront des effets différents. Et les récepteurs aux neurotransmetteurs, ben, ils vont varier d'un organe à l'autre. Donc, les récepteurs à l'acétylcholine sur le cœur, ce n'est pas les mêmes récepteurs à l'acétylcholine sur l'estomac. C'est pour ça que le parasympathique pourrait avoir des effets d'excitation sur l'estomac, mais des effets de relaxation sur le cœur. Donc, pour une division donnée, exemple para ou sympa, peu importe, on n'aura pas le même effet sur tous les organes. Le sympathique a des effets sur le cœur, sur les poumons, puis peut avoir des effets différents sur d'autres organes, évidemment. Ce que j'aime pas dans le dessin ici, c'est que ça amène une confusion. Ils ont changé d'organe ici, ce qu'on ne devrait pas faire de mon point de vue. On verra tantôt le concept de double innervation. Ça veut juste dire que pour un organe, on a les deux circuits. Là, ici, quand tu regardes ça, tu as l'impression que l'organe ici, c'est un utérus chez la femme, le cœur chez la femme, exemple. Là, tu as l'impression que le parasympathique s'occupe du cœur, puis le sympathique d'un autre organe. C'est pas vrai. Il n'aurait pas dû dessiner ça ici. Il aurait dû faire un cœur aussi. En fait, ce que je veux vous dessiner, c'est que pour tous les organes du corps, là, je peux prendre le cœur, mais ça serait vrai pour l'estomac, ça serait vrai pour, c'est le cœur ici, pour le cerveau, je sais pas, là, tu sais, le cœur, les poumons, l'intestin, peu importe. Peu importe ton organe, il y a toujours deux neurones moteurs. Tout le temps. Et tes deux neurones moteurs, c'est le système nerveux parasympathique et sympathique. Donc, tantôt, quand j'étais dans le somatique, pour exemple, le bras, la jambe, ben là, c'est juste un neurone sur le muscle, puis on contracte, c'est tout. Mais ici, c'est un peu plus compliqué. Donc, pour refaire le dessin, exemple, ici, j'ai le ganglion autonome, j'ai un autre neurone ici parasympathique, on relâche de l'acétylcholine dans le ganglion, bon, c'est correct. Pour le sympathique, c'est la même chose, il y a un ganglion aussi, j'ai le neurone préganglionnaire qui vient se connecter ici, puis c'est de l'acétylcholine aussi. Donc, il n'y a pas de différence. La différence, c'est sur l'organe. Donc, quand c'est le parasympathique, bien, on relâche l'acétylcholine qui va stimuler le cœur. Mais ce qu'il faut comprendre, que pour le même organe, donc le cœur ici, je peux aussi avoir un circuit sympathique qui relâche la noradrénaline. Et ça, c'est très important de le comprendre et c'est mal dessiné sur le schéma. Tous les organes ont toujours deux neurones, deux circuits, je devrais dire, comme ça. Un circuit autonome parasympathique et en même temps un circuit sympathique. Et là, je l'ai dit tantôt, je ne peux pas utiliser les deux en même temps. C'est un ou l'autre. Donc, selon les situations que tu vis, ben, si tu es relax, exemple, puis tu te reposes, on verra tantôt que tu vas utiliser le parasympathique. Donc, on aura un effet de ralentissement sur le cœur. Par contre, si tu es stressé, tu fais un sport ou tu as peur ou tu luttes pour ta survie, c'est le sympathique qui l'emporte. Et là, dans ce cas-ci, le sympathique aura un effet de stimulation sur le cœur. Donc, deux effets opposés, l'un qui ralentit, l'autre qui stimule, mais tu utilises un ou l'autre selon ce que tu vis. Et c'est le système nerveux autonome qui va interpréter les informations, qui va émettre une réponse.
Et la réponse biologique, c'est soit de l'acétylcholine ou de la noradrénaline, dépendamment de quel circuit tu as utilisé. Et ce que je viens de dire là, c'est vrai pour tous les organes, pour l'estomac, il y a 2-3 exceptions, mais sinon, pour la plupart de vos organes, c'est comme ça. On a toujours les 2 circuits. Ça, c'est bien important de le comprendre, évidemment. Maintenant, ce qui est encore plus important, pas plus, mais très, très, très important de comprendre, c'est cette diapo-là. Parce que si tu es capable de retenir dans mes encadrés, tantôt, quand je vais être à la fin de la capsule, je vais commencer à te parler des effets biologiques. Bon, OK, surtout dans votre livre, là, ils ont listé comme une quarantaine d'effets. OK, quel effet sur la bronche? Quel effet sur le poumon, le cœur? Puis là, il faut tout apprendre ça par cœur. Ça devient très mélangeant et compliqué. Moi, je ne te ferai pas apprendre ça, je vais te le faire raisonner. Mais pour pouvoir le raisonner, il faut que tu te souviennes des 2 encadrés ici. Et vous allez voir, ça se retient tout seul. Et si vous gardez en tête ces 2 encadrés, sans avoir étudié, tantôt je vais te poser la question, tu vas être capable de me dire exactement ce que le parasympathique fait sur quel organe. Les 40, sans l'apprendre par cœur. Il y en aura peut-être 1 ou 2 à apprendre, mais pas les 40. Là. Vous allez être capable de le déduire. Et c'est ça que je veux que tu fasses, c'est que tu le déduis. Je le dis souvent, quand tu vas travailler, si tu te bourres le crâne par cœur, tu ne pourras pas t'en souvenir. Si tu réfléchis comme je vais le faire sur cette diapo, même dans 5-6 ans, tu vas arriver dans une situation parasympathique, tu vas être capable de savoir ce qui devrait se faire normalement d'un point de vue biologique. Puis vous allez voir beaucoup de médicaments que vous allez utiliser, qui vont être prescrits par le médecin. C'est soit des activateurs ou des bloqueurs du circuit para-ou-sympa. Vous allez voir ça vraiment quand vous allez progresser, là, plus dans vos cours de pharmaco puis d'altération de la santé, vous allez voir ça. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, premièrement, parasympathique, c'est toujours, le mot-clé, là, c'est repos-relax. Okay? Donc, quand tu es au repos, quand tu es relax, ça, c'est le premier mot. C'est le parasympathique que tu utilises. Il y a 2 autres mots que je veux que tu retiennes par cœur, digestion, élimination des déchets. Donc, quand tu vas manger, tu prends un repas, tu actives l'estomac, les organes digestifs, c'est le parasympathique qui active la digestion. L'élimination de déchets, c'est la production de sel au niveau des intestins, exemple, mais aussi l'urine. Okay? Donc, élimination des déchets, c'est le parasympathique qui s'occupe de ça. T'es relax, t'es repos, tu écoutes de la musique douce sur le point de t'endormir, c'est aussi le parasympathique qui contrôle. L'idée, généralement, si tu retiens ces 3 mots-là, tu vas contrôler à peu près toutes les situations possibles, là, à 98%. Puis dans mes examens, je reste dans le 98%, donc c'est suffisant. Maintenant, on vous dit, OK, c'est pour préserver l'énergie, on s'approvisionne en nutriments. Ouais, c'est sûr, c'est la digestion. Donc, la digestion, c'est que tu manges, brises la nourriture, stockes les glipides, les glycogènes, tout ça que vous avez déjà vu. Donc, évidemment, là, ça va de soi, c'est relié à la digestion. L'action du parasympathique, généralement, elle est beaucoup plus locale, puis ne dure pas tellement longtemps. Donc, si vous êtes en digestion, on agit sur les organes digestifs. On va voir tantôt que le sympathique, lui, il a une capacité d'activer un paquet d'effecteurs en même temps, très rapidement. Il y a un nom pour ça, on verra ça tantôt. Le dernier point, je vais en reparler aussi tantôt, je le saute pour maintenant. Sympathique, lui, S pour stress et sport, exemple. Toute situation de stress, les bons stress comme les mauvais stress. Donc, sport, survie, stress, la règle des 3 S. Puis je peux vous dire que le sport, c'est bien le fun, mais c'est quand même considéré par votre organisme comme un stress. L'examen, c'est un stress. Donc, vous allez me dire, t'aimes ça jouer au hockey, au foot, ou je sais pas quoi, tu fais de la danse, bien le fun, mais pour toi, c'est pas stressant, mais c'est quand même un stress sur votre corps. C'est perçu de la même manière que faire un examen de bio, même si psychologiquement, pour toi, c'est pas la même sensation, l'un plus agréable que l'autre, mais une chose est certaine, la réponse biologique qui est enclenchée, c'est la même. Donc, c'est considéré de la même manière. Fait qu'un stress, sport, actif, tu luttes pour ta survie, peu importe, c'est le sympathique qui s'active. Et dans ces situations-là, l'idée, c'est très simple, c'est de produire de l'énergie. Donc, en fait, il y a 2 concepts. C'est on dit l'utilisation des réserves de nutriments, mais moi, je fais ça différent, là. On veut utiliser ton ATP. J'ai besoin d'un maximum d'énergie. Et dans cette optique-là, je vais bloquer l'activité des organes qui ne sont pas tellement importants, que je peux me permettre de bloquer. Et pourquoi tu veux faire de l'ATP? En fait, si tu retiens juste ça, là, ça explique tout. Parce que tu sois en examen ou dans un sport ou une lutte pour ta survie, tu veux un maximum d'énergie
à différents endroits. Premièrement, dans le cerveau, j'ai un max d'ATP dans le cerveau pour que mes neurones fonctionnent à 100%, qu'on fasse des influx rapides pour prendre des bonnes décisions à l'examen, dans les sports, mais aussi si tu luttes pour ta survie. Donc, ils ont tous ça en commun, là, ces situations-là. Il faut prendre la bonne décision. Donc, un max d'ATP. Comment tu fais? Ben, je vais aller chercher dans mes réserves et tout. Ensuite, si tu fais un sport ou tu luttes pour ta survie, il faut que mes muscles se contractent rapidement et efficacement. Donc, un max d'ATP dans les muscles, évidemment, les bras, les jambes. Bien sûr, pour pouvoir t'adapter au stress. C'est juste ça la réponse au stress, en fait. C'est d'avoir un maximum d'énergie. Donc, un max d'énergie au cerveau, max d'énergie dans les organes. Puis, évidemment, on va maximiser la fréquence cardiaque, respiratoire. On veut que le cœur pompe plus vite. On veut que les poumons respirent plus vite. Pourquoi? Ben, pour aller chercher les nutriments. Tu respires plus vite, tes poumons pompent plus. Tu vas chercher plus d'oxygène. Cœur pompe plus, circulation rapide. Donc, plus d'oxygène, de glucose qui arrive rapidement. Puis là, je te donne un exemple qui est utilisé dans certains livres de bio. Tu es dans la forêt, tu as un ours, tu marches en forêt, il y a un ours qui se présente. C'est un stress pour toi, c'est le sympathique, évidemment, qui est stimulé. Et là, tu luttes pour ta survie, tu te sauves, peut-être pas souhaitable, mais mettons que tu es bien stressé, tu pars en courant ou tu te bats contre l'ours ou je sais pas trop quoi, ce qui n'est pas souhaitable non plus, mais mettons, est-ce que c'est bien, bien important de digérer le Big Mac du lunch, là? Ou le sandwich que tu as mangé? Non. Et c'est pour ça qu'on vous dit, on bloque l'activité des organes non essentiels. C'est important de digérer la nourriture, mais ça peut attendre. Fait qu'on met ça à la glace. Fait que le sympathique, c'est ça qu'il fait. Il va bloquer le système digestif, bloque les activités d'organes qui n'est peut-être pas essentielles à l'heure actuelle. On est dans le trouble. On veut survivre. Quand on aura survécu puis battu le stress, là, on retournera à la digestion. Et si vous êtes capable de distinguer les deux, ben, vous allez voir, tantôt, ça explique plein de choses. Puis aussi, l'autre différence que je n'ai pas dit, ben, tantôt, c'est une réponse locale de courte durée. Ben là, c'est une action, une réponse plus longue, plus prolongée, puis qui va agir sur beaucoup d'organes. Dernier point, j'en parlerai plus tard aussi. Et ça, c'est la grosse différence. Fait qu'à chaque fois que tu vas avoir système nerveux autonome sympathique, dans ta tête, c'est situation de stress, sport, survie. L'autre, élimination de déchets, repos, digestion. L'affaire qui n'est pas écrite ici, puis qui n'est pas vraiment écrite dans le livre, mais qu'il faut vraiment garder en tête, là, c'est la question de base. Peu importe ce que je te demande à l'examen ou tout, quand je tourne autour de ce sujet-là, la première question que tu dois te poser, avant de faire des raisonnements ou peu importe, première question que tu dois te poser, quel système je vais utiliser? Parce que ce qui n'est pas écrit dans le livre et que je veux que tu saches, jamais tu peux utiliser les deux en même temps. C'est un ou l'autre. Tu ne peux pas prendre le parasympathique et le sympathique. Tu ne peux pas avoir les deux effets en même temps sur le cœur. C'est toujours un qui l'emporte sur l'autre. Et c'est pour ça que c'est important, parce que si tu es en train de manger au restaurant et tu es relax, c'est clair que c'est le parasympathique qui est activé. Donc, je vais utiliser ce système-là, puis lui, je ne veux rien savoir. Tu fais un sport, tu fais un examen, lui, je ne veux rien savoir, puis j'utilise l'autre. Et dépendamment de la situation, c'est la première chose que tu dois te demander, la situation m'amène à faire quoi? Prendre le sympathique ou le para. Et là, une fois que tu as choisi, tu vas être capable de comprendre les différents effets sur l'ensemble des organes de ton corps, ce qu'on fera tantôt. Mais à la base, c'est ça qu'il faut distinguer. Et ton corps va toujours, ton organisme, ton système nerveux autonome va toujours, selon ce qu'il vit, selon ce qu'il intègre comme information sensitive, va analyser, intégrer, prendre la décision et va stimuler un ou l'autre selon ce que tu vis. Tu as des signaux contradictoires, c'est le plus fort qui l'emporte. Et généralement, le plus fort, ça va toujours être le sympathique. Ça, c'est une autre règle qui n'est pas écrite. Peut-être qu'il le mentionne dans un endroit dans le livre, je ne me souviens pas, mais il faut le savoir. Si jamais les deux seraient activés en même temps, c'est toujours le sympathique qui l'emporte. Il est plus fort, la réponse est plus forte et va l'emporter sur le para. Je donne un exemple. Et là, vous allez comprendre pourquoi peut-être que ta mère, ton père disait quand tu étais petit, ben, quand tu manges, puis tu viens de dîner, tu ne vas pas te baigner à la piscine après. En fait, tes parents, c'était des experts du système nerveux autonome. Dans le fond, ils savaient peut-être pas, mais normalement, c'est justement à cause de l'effet du sympathique. Et je vous pose la question, si tu manges, puis tu viens de dîner, tu es en train de digérer, c'est le sympathique. Bon, on l'a dit tantôt, c'est la digestion. Parfait. Donc, tu actives ton estomac, les intestins, tous les processus digestifs. Mais si tu vas nager immédiatement après, c'est sympathique ou para quand tu fais du sport, la natation ou tu bouges? C'est sympathique. Là, il y a un conflit. Je digère ou je fais le sport?
Là, on ne le sait plus. Qui l'emporte, comme je viens de te dire, c'est toujours le sympathique. Donc, en fait, tu vas favoriser le sympathique et tu vas bloquer le para. Donc, tu vas bloquer ta digestion, elle va rester incomplète. Tu vas retarder ta digestion. Tu risques plus d'avoir des inconforts, des crampes, des choses comme ça. C'est pas la fin du monde, mais c'est sûr que là, tu viens bloquer ta digestion. Pourquoi? Parce qu'en situation de stress, on active le cœur, les poumons et tout ça, mais on va bloquer les organes non essentiels. Alors, on va bloquer la digestion, exemple. OK, donc ça, c'est une anecdote, c'est juste pour vous illustrer le point. Ce qui est important, c'est de comprendre la différence des deux, les différentes situations qu'on va les utiliser. Premier concept, donc stress ou repos, exemple. Ensuite, une fois que tu as compris ça, on n'utilise jamais les deux en même temps. Concept numéro 2, c'est un ou l'autre. Et si jamais on est coincé et que la situation implique les deux, c'est toujours le sympathique qui l'emporte. Tout ce qui va me rester à faire éventuellement, ça va être le quatrième concept, les effets du sympathique sur les différents organes de votre corps et les effets du para. Mais avec ce que je viens de vous dire, ça va être facile, vous allez être capable de les déduire. Donc ici, le tableau vous montre les différences entre le sympathique et le para. Donc, n'oubliez pas, on est toujours dans le système nerveux autonome, involontaire pour les muscles lisses des organes, mais on regarde différentes caractéristiques. Les fonctions, je viens de les dire. Là, on vous dit ça de façon différente dans les encadrés. En fait, vous n'avez pas besoin de ces encadrés-là. Si vous avez compris la dernière diapo, c'est suffisant. Ici, on s'en fout, c'est pas important. Maintenant, une première différence anatomique est assez importante ici, la divergence des axones et le nombre de ramifications. Une divergence, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est un peu comme avec les ramifications, là. La divergence, ça veut dire que ton neurone parasympathique peut aller se connecter avec d'autres neurones. Plus qu'il est divergent, plus qu'il va se connecter avec d'autres. Donc, quand on vous dit qu'il y a une faible divergence, ça veut dire que le neurone parasympathique se connecte avec un deuxième, troisième neurone, peut-être 4, puis c'est tout. Donc, ce qu'il faut voir, contrairement au sympathique où la divergence est importante, il peut aller se connecter avec 20 neurones différents ganglionnaires. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que je reviens au schéma de tantôt. Mettons, j'ai le premier neurone préganglionnaire, j'ai le ganglion, le deuxième neurone, le postganglionnaire, et j'ai l'organe, les muscles lisses de l'organe. Donc ça, on a vu ça tantôt. La différence, c'est que si c'est parasympathique, il y a très peu de ramifications. Il y a très peu de branches. Exemple, on pourrait faire une branche ici, puis une autre branche. Une ramification, c'est l'axone qui forme des petites branches. Et ces branches-là vont être connectées sur d'autres neurones du système nerveux autonome avec leur propre ganglion. Donc, techniquement, comme mon dessin le montre ici, on pourrait activer, si ce neurone-là est activé, on pourrait activer deux organes différents. L'organe 1, l'organe 2. Je ferais agir sur le cœur, le poumon. Exemple. Mais dans le cas du parasympathique, j'ai dit tantôt, c'est très local. Et là, on comprend pourquoi. C'est parce qu'il y a très peu de ramifications, donc très peu de branches, et très peu de divergences. Donc, on se connecte avec très peu d'autres, très peu de neurones. Okay? On peut en avoir juste 4. C'est sûr que c'est relié aux ramifications. Sympathique, c'est l'inverse. Il fait plein de ramifications, donc plein de branches, et chacune des branches peut se connecter à d'autres neurones, avec d'autres ganglions. Donc, on pourrait agir, exemple, avec un seul neurone, aller stimuler 20 neurones sur 20 organes différents. Donc, l'effet est beaucoup plus général et beaucoup plus puissant. C'est pour ça que je disais tantôt que le sympathique l'emporte, parce que l'effet est plus fort, plus rapide, et c'est généralisé comme réponse. Et ça s'explique comment que le parasympathique une réponse locale et le sympathique, une réponse généralisée, à cause du nombre de ramifications beaucoup plus élevé chez le sympathique. Donc, on contrôle plus de neurones associés à plus d'organes, contrairement au para. Okay? Donc, ça, c'est important de le comprendre, pas juste de me l'apprendre par cœur, mais de comprendre l'implication physiologique que je viens d'expliquer. Okay? Donc, en d'autres mots, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de divergences, puis pas beaucoup de ramifications, ça fait une action plus locale, parce qu'on se connecte pas, on n'intervient pas avec beaucoup de neurones, alors que le sympathique, on a un effet très généralisé, beaucoup plus puissant, parce que beaucoup de ramifications, beaucoup de connexions avec plusieurs neurones, donc on peut agir sur plusieurs effecteurs. Long cours, j'en parle à la prochaine diapo, j'y reviendrai. Les ganglions que je vous parle depuis tantôt, les ganglions autonomes, il y a une grosse différence anatomique, entre le para et le sympa. Donc, je ferai un petit dessin tantôt, mais généralement,
les ganglions, quand c'est parasympathique, le ganglion est très loin de la moelle épinière. Il est situé très proche de l'organe. Et le ganglion autonome, chez le sympathique, est très proche de la moelle épinière. Ça fait comme deux chapelets. On va voir ça tantôt. Et ça, c'est une différence anatomique. C'est d'ailleurs là-dessus que vous allez vous baser pour, juste avec une image, être capable de distinguer le système nerveux autonome sympathique versus parasympathique. Quand je vous parle de réponse brève locale, ben, on en a parlé un petit peu à cause de la divergence qui est faible, peu de ramification, alors que l'autre, il y a une réponse beaucoup plus pas locale, mais générale, on peut dire. On appelle ça le syndrome d'activation générale, on en reparlera tantôt, mais évidemment, le sympathique agit sur plusieurs effecteurs et peut agir à plusieurs endroits, donc c'est une réponse qui n'est pas locale, évidemment. Quand je parle que la longueur d'axone préganglionnaire versus postganglionnaire, bien, dans le para, le préganglionnaire est long, mais le sympa, il est court. OK? Puis quand tu arrives dans l'axone postganglionnaire sur le para, là, c'est l'inverse, il est court, puis l'autre est long. Ça aussi, c'est des caractères qui vont vous permettre d'identifier visuellement la différence entre le para et le sympa si je vous demande d'identifier. Donc, vous allez vous baser sur le positionnement des ganglions qui sont proches de la moelle épinière ou proches de l'organe, et vous allez regarder le préganglionnaire, bien, il est-tu long ou court, puis le postganglionnaire, court ou long. Beaucoup de collègues qui vont dire, ben, apprenez-moi ça par cœur, puis c'est bien correct, je devrais faire ça aussi, mais je trouve ça très mélangeant. Donc, vous pouvez l'apprendre par cœur, j'ai pas de mal avec ça, pas de problème avec ça, mais on va se le dire, pensez-y, préganglionnaire long, donc postganglionnaire court quand c'est le para, mais quand c'est le sympa, ben là, le préganglionnaire, il est plus long, il est court, mais c'est l'autre qui est long. Court, long, court, long, vous êtes tous mélangés, évidemment, surtout en situation de stress. Moi, je vais vous donner un truc visuel, puis vous allez pouvoir les déduire, puis les quatre, vous allez toujours les savoir. Vous n'allez même pas les étudier. Hein? Ce que je vais faire avec vous autres, ça, c'est une façon, j'appelle ça une façon efficace ou intelligente d'étudier. Au lieu d'apprendre toujours tout par cœur, des fois, on n'a pas le choix, mais ça se mêle, ça ne rentre pas dans le cerveau, mais je vais te montrer une fois, puis vous allez pouvoir le déduire. Fait que je fais le cerveau ici, le tronc cérébral qui se prolonge en moelle épinière, et je vous ai dit trois choses, en fait. Si c'est du sympathique, comment tu vas le savoir? Bien, tu vas regarder le positionnement des ganglions autonomes. Donc, ça fait comme deux colliers de perles très proches de la moelle épinière. On a dit tantôt qu'ils sont très proches. Et exemple, mes organes, exemple, si j'ai le cœur ici, l'estomac, les poumons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, là. Bon, estomac, poumon, intestin, tout ça. Tous les organes de votre corps. Bon, c'est du sympathique. Évidemment, vous allez savoir qu'on va faire de la noradrénaline éventuellement comme neurotransmetteur. Mais là, en termes d'anatomie, ce que je suis en train de vous dire, ben oui, il y a un neurone préganglionnaire, donc qui va sortir de la racine ventrale du nerf spinal, qui vient dans le ganglion autonome. Tu as le neurone postganglionnaire dans le ganglion autonome, s'en vient comme ça, et lui, il va se connecter sur l'organe. Puis c'est vrai pour l'autre ganglion ici. Il va sur un autre organe, l'estomac, puis l'autre s'en va sur le poumon, etc. Puis là, je peux avoir d'autres de l'autre côté aussi. Exemple, poumon droit, poumon gauche. Donc, je peux en avoir un de l'autre côté. Exemple. Maintenant, ce qu'on vous dit dans le tableau, les différences, bien, première différence, les ganglions, quand ils sont proches de la moelle, c'est sympathique, parfait. Et là, vous allez comprendre pourquoi que le préganglionnaire est court ou long. Si le ganglion est très proche de la moelle épinière, bien, quand je sors de la moelle, c'est le préganglionnaire, hein, avant le ganglion, bien, c'est sûr qu'il est court, il est déjà rendu au ganglion. Mais le postganglionnaire est beaucoup plus long parce que l'organe il est loin. Donc là, je pars du ganglion qui est très proche de la moelle, mais là, je parcours tout le corps pour arriver à l'organe. C'est pour ça que le sympathique, le postganglionnaire est long, mais le préganglionnaire est court. Et donc là, c'est très simple, vous le comprenez. Si je fais une comparaison avec le parasympathique, je change de couleur pour que ce soit clair. Maintenant, dans l'encadré, je fais le même genre de dessin. Regardez bien la différence. Moelle épinière, même chose. Là, c'est la même chose. Maintenant, j'ai le cœur, poumon, etc., mes organes. Bon, j'ai toujours le neurone préganglionnaire, ça par la racine ventrale. Je m'en vais dans le ganglion, mais là, je vous ai dit que le ganglion était proche de l'organe. Exemple, le cœur ici, le poumon. Maintenant, je parle du cœur, mais le ganglion est proche du cœur. L'autre ici, le ganglion est proche du poumon. Donc, on n'est pas, comme tantôt, proche de la moelle épinière. Le para, le ganglion, il est loin. Hein, il est très loin de la moelle épinière.
Et là, le neurone préganglionnaire, bien, une fois qu'il est sorti de la moelle épinière, bien là, il y a un long chemin, il faut qu'il se rende à l'organe. Oups, enfin, j'ai trouvé mon ganglion. Ensuite, bien, le ganglion, comme il est proche de l'organe, il est déjà rendu. Donc, c'est pour ça qu'on vous disait tantôt, le neurone préganglionnaire, quand c'est le parasympathique, il est très long, mais le postganglionnaire, il est court parce qu'il est rendu. Et en fait, au lieu d'apprendre tout ça par cœur, court, long court, ce qui est très mélangeant, bien, juste le fait de réfléchir. En fait, vous avez une chose à savoir, juste une. Les ganglions dans le sympathique sont proches de la moelle. Donc, le para, c'est l'inverse, ils vont être loin. Okay? Donc, une fois que tu le sais pour un, mais si tu sais que l'autre, c'est le contraire. Puis après, ben, dessine-les, c'est au pire, si tu ne le visualises pas, dessine-les comme je viens de le faire rapidement. OK, ben, s'il est proche, ah ouais, le premier est court, l'autre, il va être bien loin. Puis si le ganglion il est loin, ben, le premier va être long, mais l'autre est court, on est rendu. C'est juste pour ça qu'il y a une différence de longueur. Okay? Et évidemment, ben, en se basant sur le positionnement du ganglion, puis la longueur des différents axones, vous êtes capable de me dire, ben ça, c'est le système nerveux autonome parasympathique ou sympathique. Parce qu'éventuellement, si je vous mets je vous le montrerai tantôt, mais si je vous mets des images de différents manuels, tout, je veux que vous soyez capable de reconnaître visuellement, si je te mets un estomac ou un cœur, ben, je veux que tu sois capable de dire ça ressemble à un cœur, ça ressemble à un estomac. Même chose pour le système nerveux. Si je te mets le parasympathique ou le sympathique, je veux que tu sois capable de me dire qui est qui. Et en se basant sur ce que je viens de faire, vous allez toujours être capable de les distinguer. Comme je suis dans le sujet, on va régler ça maintenant. Je vous ai fait le petit dessin. Là, ici, ben, on vous montre à peu près ce que je viens de dire. Fait que ça se peut que je passe un peu plus vite. Hein. J'ai l'organe cible ici. Différence entre sympathique et para. Donc, c'est une révision de tout ce que je dis depuis tantôt. Neurone préganglionnaire ici, postganglionnaire. On reconnaît la myéline au début. Bon, parfait. Maintenant, parasympathique. On voit déjà qu'il n'y a pas beaucoup de branches. En fait, il n'y a même pas de ramifications. Il pourrait en avoir une ou deux, maximum 4. Ici, on voit qu'il y en a beaucoup plus. Donc, les ramifications sont toujours sur le premier neurone, hein, le préganglionnaire. Ça, je ne l'ai pas dit. Je l'ai dessiné tantôt. C'était implicite, mais là, je le dis clairement. Il n'y en a pas sur le deuxième neurone, le postganglionnaire. Donc, ça, c'est vrai pour le para et la sympa. La seule différence, comme on disait tantôt, c'est que le sympathique, il y en a beaucoup plus que le para. OK? Ça, c'est une chose. Ensuite, on sait qu'il y a de l'acétylcholine dans le ganglion autonome, dans la première synapse. C'est vrai pour les deux. La différence, c'est avec le neurone postganglionnaire. Si c'est le para, on fait de l'acétylcholine. Si c'est le sympathique, on fait de la noradrénaline. Parfois, dans certaines exceptions, on peut faire de l'acétylcholine, mais dans le cours, on n'en parle pas vraiment. Donc, même si ce n'est pas vrai scientifiquement, de dire que c'est toujours de la noradrénaline, dans les cas que vous allez étudier avec moi, ou qu'on va appliquer dans le milieu médical, dans mes exemples, en tout cas, ça va toujours être de la noradrénaline. Donc, pour le cours, c'est pas grave de dire que c'est toujours de la noradrénaline. Et on aura des effets inverses sur l'organe. Exemple, c'est un poumon. Ben, les deux sur le poumon ici, ben, on aura les effets inverses, dépendamment si j'utilise l'acétylcholine ou la noradrénaline. Donc, si je suis avec le sympa ou le para. Le ganglion ici, comme c'est le parasympathique, là, on ne le voit pas très bien, mais il devrait être très proche de l'organe, alors qu'ici, le ganglion serait très proche de la moelle épinière. Ça, c'est l'autre différence. OK, ça, c'est une révision. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est le terme activation générale. Ça, il faut que tu comprennes que c'est juste pour le système nerveux autonome sympathique. Ça veut dire quoi? Ben, si je vous demande la définition de l'examen, vous me dites, ben, l'activation générale qui se fait juste avec le sympathique, le para peut pas, lui, c'est la capacité du système nerveux autonome sympathique à activer beaucoup d'effecteurs en même temps. Donc, on sait que le para, c'est local, mais le sympathique, lui, ça veut dire que quand tu es en situation de stress, exemple, je peux activer en même temps, en une fraction de seconde, le cœur, les poumons. Je peux aller bloquer l'estomac, le système digestif. Je peux agir sur plein d'éléments en même temps. Parce que, justement, on l'a dit tantôt, mais là, c'est beaucoup plus visuel, le sympathique, le neurone préganglionnaire a beaucoup plus de ramifications. Ça lui donne une plus grande divergence. Imagine-toi, chaque branche, chaque ramification, exemple ici, j'en ai 3, 4, 5, ça peut aller jusqu'à 20. Bon, on va se connecter sur 20 organes différents. Donc, aussitôt que lui fait un influx nerveux, oui, ça vient dans le ganglion là, mais il pourrait en avoir 20 autres avec d'autres circuits comme ça qui vont se connecter sur d'autres organes. Donc, ce neurone-là, quand il fait un influx, les influx continuent dans chacune des branches et vont dans d'autres ganglions, d'autres neurones et d'autres organes. J'ai 20 ramifications, 20 organes potentiellement qui pourraient être stimulés en même temps à partir du premier influx ici. Et c'est ça l'activation générale, c'est que ça provoque une réponse
généralisé dans votre corps. On va agir sur plein d'effecteurs en même temps, ce qui fait que le sympathique provoque une réponse non seulement généralisée, mais beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace en fait. Alors que l'autre va être beaucoup plus local parce qu'il n'y a pas ou peu de ramifications, donc on va jouer sur un ou deux organes en fait. Okay, donc ça, c'est une différence très importante. L'autre concept important, il y en a deux, je les ai dit depuis le début de la capsule, mais je n'ai pas donné les vrais termes. Donc, le concept de double innervation ou d'antagonisme, c'est très simple. L'antagonisme, ça veut simplement dire que le sympathique fait le contraire du para, ou le para fait l'inverse du sympa. Antagoniste, ça veut toujours dire contraire. Donc, les fonctions biologiques du système nerveux sympathique, c'est toujours l'opposé de l'effet engendré par le para, ou vice-versa. Ils ne peuvent pas faire la même chose. S'il y en a un qui active le cœur, l'autre va le bloquer. Puis s'il y en a un qui active l'estomac, l'autre va le bloquer. C'est juste ça que ça veut dire. Et là, tu fais très attention parce qu'il y a toujours une confusion. J'ai toujours des gens qui vont me dire le sympathique active. C'est faux. J'ai insisté là-dessus tantôt, c'est faux. Le sympathique peut activer ou bloquer. Le para peut activer ou bloquer. Ça va dépendre du récepteur, ça va dépendre de l'organe. Donc, je l'ai dit tantôt, le sympathique peut avoir un effet d'activation sur le cœur, mais un effet de blocage sur l'estomac. Puis le para peut activer l'estomac, mais il va bloquer le cœur. Donc, c'est pas de savoir qui bloque ou qui active. Les deux peuvent faire n'importe quoi, ça va dépendre de l'organe. L'antagonisme, pas ça. L'antagonisme, ce que ça veut dire, c'est que quand il y en a un qui a un effet, qu'il soit positif ou négatif, quand il y en a un qui a un effet, l'autre fait le contraire. C'est tout. Fait que si le sympathique active le cœur, c'est sûr que tu peux déduire que le para va le bloquer, va ralentir, par le concept d'antagonisme. Puis si je te dis que le sympathique, c'est vrai qu'il active le cœur, mais il bloque l'estomac, bien, par le concept d'antagonisme, tu peux déduire que le parasympathique va activer l'estomac. Ce qui fait du sens, parce que tantôt, je t'ai dit quoi? Qu'est-ce qui fait le parasympathique? Il s'occupe de trois choses, la digestion, puis l'estomac, c'est un organe digestif. Élimination de déchets, puis quand tu es au repos. Donc, ce concept-là revient, en fait, quand tu commences à comprendre, justement, les effets de tes deux systèmes. Puis, le concept de double innervation, vous le comprenez bien quand je le dis, mais des fois, le mettre en mots, c'est plus difficile. À part quelques exceptions, entre autres, la glande surrénale qui est impliquée, la médulla surrénale qui est impliquée dans le stress, quand tu transpires avec les glandes sudoripares. Le muscle arrecteur s'occupe des muscles associés au poil, moins important. Mais c'est vrai que ces trois situations-là, c'est les trois rares organes qui n'ont pas de double innervation. Mais c'est une exception. Donc, à part de vos poils, puis la médulla surrénale, puis, ah oui, les vaisseaux sanguins, par exemple, ça c'est important, c'est vrai. Les vaisseaux sanguins, vous allez voir ça en bio 2, là, c'est le sympathique seulement. Mais si on oublie ça, il y a toujours une double innervation. Donc, les organes exceptionnels, il y a du sympathique partout, en fait. L'exception, c'est que ces organes-là que je viens de nommer, ils n'ont pas de para, c'est juste du sympathique. Mais tous les autres organes qui ne sont pas dans les exceptions, on parle de double innervation. Et je l'ai dessiné tantôt, la double innervation, j'ai un organe, le cœur, l'estomac, bien, ça veut juste dire que j'ai deux circuits, un sympa, un para, et c'est vrai pour l'estomac, c'est vrai pour les poumons, c'est vrai pour tous les organes de ton corps, sauf les exceptions. Et ça veut dire quoi? Bien, explique-moi la double innervation. Tu me dirais que la majorité des organes ont un circuit nerveux sympathique, donc un nerf sympathique, et le même organe a aussi un nerf parasympathique. Exemple, le cœur, je ne veux pas que tu apprennes le nom des nerfs, mais le cœur, il y a un nerf parasympathique qui s'appelle le nerf vague. Puis en même temps, le cœur est contrôlé par le nerf cardiaque qui est sympathique. Donc, dépendamment que ce soit le nerf cardiaque sympathique ou le nerf vague para qui est utilisé, on aura un effet A ou B sur le cœur. Donc, on l'active ou on le bloque. Le fait de l'activer ou de le bloquer, c'est des effets contraires, donc c'est l'antagonisme. Mais le fait qu'il y a deux nerfs différents, un para, l'autre sympa, ça réfère au concept de double innervation. Double veut dire deux, innervation veut dire nerf. Donc, dans ce cas-ci, ça veut tout simplement dire que le nerf, que chaque organe a deux nerfs, un sympathique, un para. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, ici, on illustre, c'est un résumé de tout ce que je viens de vous dire. Donc, je ne répète pas, là, vous le savez.
par contre, un autre élément qui va être distingué, que vous ne savez pas, du système nerveux para ou sympa, l'origine, en fait, le point de sortie des nerfs parasympathiques n'est pas du tout au même endroit. On vous parle d'une division thoracolombaire pour le sympathique, une division crânio-sacrale pour le para. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Bien, quand vous me dites division thoracolombaire, ça veut dire que les nerfs sympathiques vont sortir de la région thoracique et lombaire de la moelle épinière. Donc, en français, c'est à peu près le centre. Hein? Ici, on se souvient que c'est la portion cervicale. Donc, thoracique, lombaire. C'est de là qu'on va sortir nos nerfs spinaux. Nos nerfs spinaux, mais éventuellement, bien sûr, les nerfs spinaux peuvent avoir des axones sensitives, des axones motrices somatiques autonomes. Mais pour la portion autonome de ces nerfs spinaux-là, je vous garantis que c'est toujours du sympathique. Le para ne peut pas sortir de là. Donc, quand vous sortez à peu près de la milieu de la moelle épinière, ben, c'est sûr que c'est du sympathique. Et regardez ce qui est en bleu, c'est les fameux ganglions. Là, je vous disais que c'était comme deux chapelets hein, près de la moelle épinière. Ben, techniquement, on pourrait faire un neurone préganglionnaire dans le ganglion, le deuxième qui s'en va sur l'organe. Okay, on pourrait faire ça pour chacun. Alors, ça, c'est une autre indication. Okay, donc, exemple, j'ai l'organe ici. Donc, ça, c'est une autre indication que c'est du parasympathique. Si c'était... je m'excuse, c'est une indication que c'est du sympathique. Donc, je répète, parce que j'en ai une confusion. Quand c'est sympathique, thoracolombaire, ça veut dire que les neurones sympathiques vont sortir comme ça du milieu de la moelle épinière, l'équivalent de la région thoracique ou lombaire. Donc, on sort vraiment ici. Mais la structure est toujours la même. Ganglion autonome, préganglionnaire, postganglionnaire. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la même chose. C'est juste que les ganglions, oui, vous savez qu'ils sont proches de la moelle, mais là, on vous dit qu'on ne sort pas en haut, on ne sort pas en bas. Quand on parle du para, on parle de crânio-sacral. Donc, on sort dans les extrémités crâniales. Ben, c'est presque au crâne, donc c'est au niveau du tronc cérébral. Bulbe, exemple, et tout ça. Donc, les nerfs crâniens qu'on a déjà vus qui se branchaient dans chacune des sections du tronc. Ça pouvait être, exemple, le bulbe, le pont mésencéphale, donc on est au niveau du tronc. Et sacral, portion extrêmement à l'autre extrémité de la moelle. Donc, ça, c'est la grosse différence. Sympathique, on sort du centre de la moelle, mais là, je sors c'est en orangé ici. Quand c'est parasympathique, soit je sors très haut du tronc par le nerf crânien, soit que je sors par le sacral ici, pour exemple, m'occuper du système reproducteur. Et c'est complètement l'inverse. Tantôt, je sortais du milieu. Okay? Donc, si vous voyez qu'on sort des deux extrémités, crânio-sacral, c'est para. Si on sort du milieu, thoracolombaire, c'est du sympathique. C'est donc une autre composante anatomique qui vous permet de distinguer. Donc là, vous avez plusieurs indices là, pour distinguer les deux. Vous avez le positionnement des ganglions, sont près ou éloignés. Là, ici, c'est sûr qu'on voit juste les ganglions sympathiques. Si ça a été para, on aurait été proche de l'organe, exemple. Je vous montrerai une autre image. Pour l'instant, tout ce qu'il faut voir, c'est la différence crânio-sacrale versus thoracolombaire qu'on doit associer aux différentes divisions du système nerveux autonome, donc para ou sympa. Et justement, pour conclure tout ça, ce que je viens de dire, là, ça ne conclut pas la capsule, mais crânio-sacral, beaucoup plus évident ici que l'autre dessin. Ici, je mets un dessin de même, je demande ça représente quelle partie du système nerveux autonome. Puis vous n'avez pas d'indice, vous n'avez pas de mots, vous avez juste une image, bien ici, vous êtes obligé de me dire parasympathique. Puis là, je vous demande de justifier votre réponse. Vous avez plusieurs éléments. Première des choses, est-ce que je vois des ganglions proches de la moelle épinière? Non. Donc, ils sont situés proches des organes. Par les glandes salivaires. J'ai un ganglion aussi proche du cœur, proche du poumon. Donc, comme les ganglions sont très proches de l'organe, bon, ça va. Vous remarquez que les neurones préganglionnaires en brun ici sont très longs, alors que le postganglionnaire est court, puisqu'on est rendu, c'est l'autre indice. Et comme je viens de le mentionner, bien, c'est l'origine crânienne et sacrale. Donc, les nerfs sortent du tronc, donc dans l'origine crânienne, ou la portion inférieure de la moelle épinière sacrale. Donc, ça, c'est une autre preuve que c'est la voie parasympathique. Et si je vois, exemple, par comparaison, le sympathique, ici, bien, regardez, c'est pas la même chose. Donc, premièrement, je ne sors pas de l'extrémité ici. Je vous demande c'est quoi la division ici. Juste avec les dessins, vous devriez être capable de me dire, bien, ça, c'est du sympathique. Pourquoi? Bien, premièrement, on sort de la région thoracolombaire, donc du centre, hein, ici de la moelle épinière. Donc, essentiellement, l'équivalent de la portion thoracique
de la moelle épinière et une partie du lombaire ici. Ensuite, les ganglions, au contraire, ne sont pas proches de l'organe, ils sont ici, près de la moelle épinière, ce qui fait que le neurone préganglionnaire est court. Ici, les bruns sont courts, alors que les postganglionnaires sont beaucoup plus longs. Et là, ben, c'est facile à distinguer. Donc, quand on sait qu'est-ce qu'on doit regarder, ça devient beaucoup plus facile à identifier, évidemment. Et c'est évidemment le genre de choses que je sois capable de faire pour l'examen.